Donc, Cédric Louboutin, je suis ravi de vous retrouver ce jour pour une nouvelle webconférence sur portefeuille. Quel portefeuille pour passer un été serein? Donc, je suis accompagné de Lionel Duverger, notre analyste technique, qui reviendra un peu plus en détail sur les tendances, les grandes tendances indicielles, précisément, et également sectorielles. Alors, si on démarre immédiatement, déjà pour vous annoncer que nous ferons une pause estivale et reprendrons le rythme des webconférences à la rentrée. Donc on vous donne rendez-vous. Alors il y a une petit ajustement, non pas le 9 septembre, mais le 2 septembre. Donc conférence de rentrée le 2 septembre. Et aujourd'hui, nous voulions voir avec vous déjà faire un premier bilan, puisque le premier semestre vient de s'achever et qui, au niveau boursier, a été très solide, très vigoureux. Donc, on va revenir un petit peu dessus. Et enfin, je laisserai la parole un peu plus à Lionel, qui va passer en revue et donner un peu plus de granularité, notamment sur les changements peut-être de rythme, les changements techniques qui sont intervenus sur ces dernières semaines. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, un premier semestre 2021 qui est effectivement très vigoureux. Alors, vous l'avez peut-être en tête, hein, on a une performance, comme je les ai indiqués en bas à gauche de votre écran. MSCI World, c'est plus 12,4% depuis le début de l'année, notamment soutenu par les bourses américaines, mais aussi l'Europe, plus 14,5% pour l'Europe. Alors, les marchés émergents sont un peu à la traîne, c'est vrai, à la différence peut-être des indices européens qui, une fois n'est pas coutume, tiennent le haut du pavé, en tout cas à fin juin. Notamment cette performance du CAC que vous avez certainement noté, plus 17,2% au 30 juin, 19,5% avec les dividendes. Donc c'est une performance extrêmement solide que nous n'avions pas connue depuis très longtemps. Et on avait juste eu une performance un petit peu négative au mois de janvier, liée, vous vous en souvenez certainement, aux différentes hésitations qu'on pouvait avoir autour de la pandémie. Alors, ce qui est important de voir, donc cette image globale qui est positive, c'est si on rentre un peu plus dans le détail, notamment en termes de performance sectorielle et de performance valeur. Toutes les valeurs n'ont pas participé à la hausse. Effectivement, si on regarde un peu plus le CAC, par exemple, vous avez une polarisation assez marquée sur le luxe. Je pense à LVMH, je pense à Kering, je pense aussi à L'Oréal ou à Hermès, qui sont les principaux contributeurs de la hausse du CAC depuis le début de l'année. À l'inverse, sur la baisse, également des gros détracteurs, on voit Atos, moins 31% depuis le début de l'année, à fin juin toujours, ou encore des titres comme Alstom à moins 9 ou Renault qui est également en fort retrait. Donc voilà, tout ça c'était pour donner un petit peu de granularité puisque derrière cette belle performance du CAC, vous avez tout de même des valeurs qui contribuent beaucoup plus que d'autres. Ce qui peut expliquer que les performances de certains fonds, de certains mandats, sont un peu décalées par rapport aux performances globales sectorielles, sachant est-ce que vous êtes dedans, est-ce que vous êtes au contraire à côté. Alors, on a parlé valeurs, si on parle un petit peu plus secteur. Alors c'est vrai qu'en termes sectoriels, vous avez le graphe en haut à droite. Le grand gagnant de ce premier semestre, c'est le secteur bancaire. Hein. On l'a largement évoqué avec Lionel depuis le début de l'année. Vous avez également tous les autres secteurs qui participent à la reprise économique et à l'ouverture de l'économie. On pense à l'automobile, on pense également à construction, distribution et, une fois n'est pas coutume, la technologie. Alors, ce point m'amène à faire un petit focus sur le deuxième trimestre. Parce qu'en fait, et Lionel reviendra dessus, mais vous le voyez, le deuxième trimestre, le premier secteur contributeur, c'est la distribution. Le deuxième, c'est la santé en termes de performance. Tout ça pour vous indiquer qu'il y a eu un ralentissement. Autant sur la première partie de l'année, on a eu une très forte contribution des secteurs dits cycliques, les secteurs value, la banque, la construction, je l'ai déjà évoqué. Et sur la deuxième partie du semestre, on a eu un peu un retour de ces secteurs un peu plus défensifs. Distribution, santé, alimentation. Donc voilà, tout ça en fait a été drivé par la crise sanitaire, a été drivé par la montée en puissance des vaccins, de la vaccination. Et puis depuis quelques semaines, c'est malheureusement drivé par la diffusion du variant Delta, qui touche un peu plus l'économie. Vous voyez, dans l'actualité, on parle de quatrième vague éventuellement. Donc tout ça, d'un point de vue investissement, remet
peut-être sur le devant de la scène des secteurs peut-être un petit peu plus défensifs. Donc, en termes de perspectives, cela ne sera pas neutre. Mais avant de passer tout de suite aux perspectives, et notamment construction de portefeuille pour cet été, je voulais aussi revenir sur les indicateurs, puisque les indicateurs macroéconomiques sont extrêmement solides. Vous l'avez vu hier, vous avez la Commission européenne qui a revu en hausse les taux de croissance du PIB pour la zone euro, donc un peu plus de 4%. On l'a mentionné plusieurs fois dans nos différentes présentations, mais vous le savez, les banques centrales, la Fed, la BCE, sont derrière les politiques économiques, sont derrière des politiques accommodantes de rachat d'actifs. Certes, il y a des questions sur est-ce qu'ils vont arrêter, est-ce que la Fed qui a pris acte de la fin d'accélération de l'inflation va peut-être remonter ses taux. On le pense que les taux vont remonter, mais en attendant, vous avez quand même ce soutien qui reste très présent des banques centrales, vous avez des plans de soutien des gouvernements, on pense au plan Biden. Si on fait juste une petite synthèse des plans de soutien, vous avez 1900 milliards de dollars que M. Biden a fait voter pour soutenir les ménages et les entreprises. Vous avez un plan d'infrastructure, 2250 milliards de dollars sur 8 ans. Et puis, vous avez également un troisième plan de 1800 milliards de dollars pour les enfants, la famille et l'éducation. Alors, quand on met bout à bout, on va dépasser les 5000 milliards de dollars de plans de soutien. Alors, c'est vrai que certains ont déjà démarré, ils iront peut-être pas jusqu'au bout, mais tout cela souligne l'idée que la croissance américaine est là, elle va être soutenue et que cette politique qui est certes avec beaucoup de soutien, elle est forte aux États-Unis, mais on la retrouve également dans des moindres proportions en Europe. Si je m'intéresse aussi au marché des fusions-acquisitions, vous savez, tout ce qui tourne autour des rapprochements d'entreprises a connu un premier semestre extrêmement faste. Le nombre d'opérations au-dessus de 5 milliards de dollars est parmi le meilleur cru depuis plus de 10 ans. Juste pour rappel, les OPA les plus importantes, c'est Deutsche Wohnen sur Vonovia en Allemagne, c'est Suez et Veolia, mais c'est aussi M6 et TF1. Donc voilà, des grosses opérations en cours. Sur le front du primaire, en termes d'introduction en bourse, on a déjà eu l'occasion de revenir dessus, mais vous avez tant sur le marché des mid and small que sur des capitalisations supérieures à 1 milliard, énormément d'introductions en bourse. C'est Deliveroo, par exemple, ou Dr Martens, plus dans l'habillement. Donc, de très grosses opérations qui ont eu lieu et qui soulignent, en fait, une abondance de liquidité qui est permanente et vraiment répartie quasi sur toute la planète. Et enfin, je terminerai juste sur cette partie des indicateurs très solides pour vous parler du marché de l'emploi. Vendredi dernier, on a eu des statistiques extrêmement encourageantes et solides sur le marché de l'emploi américain, avec un taux de création d'emplois très fort, 850 000 nouveaux emplois qui ont été créés au mois de juin, une vraie accélération. Et donc tout cela nous amène naturellement à notre deuxième partie sur les perspectives, puisqu'on le voit, les investisseurs restent quand même un peu nerveux. Si je résume, un premier semestre record, des chiffres de reprise de l'économie très présents, très solides. Donc naturellement, l'investisseur que vous êtes, que nous sommes, se dit est-ce que ça peut durer? Est-ce que les arbres peuvent monter au ciel? Est-ce qu'il y a encore un intérêt à rester investi sur les marchés actions? Nous pensons que oui. Nous pensons que oui pour plusieurs raisons. Alors, on a eu, même pour faire encore plus peur, 30% de hausse entre le fin octobre 2020 et fin juin. 30% de hausse des marchés. Mais en parallèle, il ne faut pas l'oublier, vous avez quand même eu 26% de croissance des bénéfices nets par action des entreprises. Donc, ça, c'est pour rappeler, pour mettre en parallèle qu'il y a une raison aussi à cette hausse des marchés, c'est que les perspectives bénéficiaires ont repris. Alors, il y a eu certes la crise sanitaire, mais elles avaient corrigé, les perspectives avaient aussi corrigé à due proportion. Alors, les valorisations, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui? Oui, si on regarde le marché américain, on est largement au-dessus de la moyenne historique. On a un PE au niveau du S&P qui est autour de 18,5 fois contre une moyenne historique qui est à 15 fois.
Par contre, si vous regardez le MSCI World, donc l'indicateur mondial, et que vous retirez les États-Unis, on est sur un niveau de 16,2 contre 15,8 il y a encore 6 mois. Donc, finalement, certes, les valorisations ont progressé, mais de manière presque proportionnelle avec les anticipations bénéficiaires. Donc, il n'y a pas de survalorisation lorsqu'on considère les indices mondiaux hors États-Unis. Alors, la prudence. Faut-il être prudent pour cet été? Faut-il être prudent pour les mois à venir? Plusieurs éléments. L'inflation. Je pense que la Fed l'a dit, on a une reprise ponctuelle de cette inflation. On va avoir une reprise aussi graduelle de la hausse des taux d'intérêt. Le verdict sera peut-être donné à fin août avec, vous savez, vous avez ce grand symposium qui se passe aux États-Unis à Jackson Hole, donc où tous les membres de la Banque fédérale vont se retrouver, vont un peu donner le là de la politique monétaire. On ne pense pas, nous, qu'il va y avoir de hausse très forte des taux. Ils vont peut-être arrêter, par contre, le programme de rachat d'actifs, ou tout au moins le ralentir, donc ce qui sera un signal pour le marché pour dire « soyons moins exubérants ». D'un autre côté, comme je l'indiquais, les valorisations ne sont pas non plus sur des niveaux stratosphériques, et aujourd'hui, il reste toujours plus difficile d'avoir un bon couple rendement-risque si vous allez sur d'autres classes d'actifs. Les obligations, produits structurés, change. On n'a pas le même ratio que l'on peut avoir sur les actions. Donc, il reste quand même beaucoup de rendement et encore un couple rendement-risque très attractif sur la partie action. Donc, on maintient une vue positive sur les marchés actions. Et puis, dernier élément, la valorisation, donc je l'ai évoqué, il n'y a pas de meilleur endroit peut-être pour avoir un couple risque-rendement intéressant. Et le dernier élément, vous le savez, on est très attaché au modèle de tendance, donc on regarde les perspectives de croissance, les perspectives boursières par rapport aux autres indices, et on est obligé quand même de constater, Lionel reviendra un petit peu dessus, mais on reste quand même sur des tendances qui sont plutôt haussières pour les marchés. Il y a des corrections qui ont lieu, qui peuvent encore avoir lieu, effectivement, lorsqu'il y a des petites des bulles, des zones de surachat, mais d'une manière générale, on reste sur des tendances haussières. Alors, si je passe maintenant au slide suivant, en termes de portefeuille. Alors, je l'ai indiqué, on reste positif sur les marchés actions et plus précisément sur les marchés hors États-Unis. Je reviens sur ce constat qu'on peut faire pour le premier semestre qui, à nos yeux, va être toujours actuel pour le deuxième semestre. Le marché est polarisé. J'ai indiqué que les valeurs comme celle du luxe ont énormément contribué aux performances des indices comme le CAC depuis le début de l'année. On pense que cela va se poursuivre. Vous allez avoir certains secteurs qui vont continuer à être en tendance positive et on pense qu'il est très difficile de capter quel secteur va rebondir, quelle rotation sectorielle va se poursuivre. C'est pour ça que ce que l'on a pu constater sur les derniers mois, à savoir un retour un peu des valeurs de croissance, des secteurs de croissance, ça peut toujours se poursuivre. Donc, il faut être diversifié et avoir aussi bien des secteurs value, donc surtout, re-regarder les secteurs bancaires, re-regarder les secteurs de l'automobile, re-regarder les secteurs de la construction. Le secteur bancaire, c'est vrai, ça fait plus de 12 ans, 13 ans qu'on n'y croit plus, c'est un secteur que l'on met de côté, mais regardez sa performance depuis le début de l'année, ça ralentit certes, mais ça reste un secteur attractif. Donc, il faut repondérer ses portefeuilles avec ces secteurs-là. Ensuite, comme on voit depuis quelques mois, surtout sur le deuxième trimestre, les secteurs un peu plus de croissance reperforment bien. Donc, naturellement, ne pas hésiter aussi à avoir des secteurs de croissance. Vraiment, il ne faut pas, notre message est de ne pas avoir de paris trop marqués, de faire l'impasse sur des secteurs en disant c'est celui-ci qui va monter. On pense qu'on ne va plus avoir cette dichotomie qu'on a pu rencontrer sur le premier trimestre. Vraiment une répartition peut-être un peu plus large de performance sur un nombre plus large de secteurs. En termes de valeurs, les valeurs de qualité restent les leaders. On a évoqué LVMH, on a évoqué Hermès,
on peut dupliquer ça à plein d'autres secteurs. Les valeurs avec des stratégies claires, avec des positions de leader et avec une pricing power, comme on peut l'indiquer, restent extrêmement en faveur. Et je terminerai juste avant de laisser la parole à Lionel sur notre allocation sectorielle cible. Donc, je vous ai mis un tableau sur la droite du slide qui reprend en fait la pondération sectorielle cible que l'on recommande par rapport à notre modèle de croissance. Donc, vous savez, on a un modèle qui s'appelle le modèle BCAP qui nous permet de classer les secteurs en fonction de leur performance en absolu, mais aussi en relatif par rapport à leur indice de référence. Et donc, vous le voyez, il illustre parfaitement ce que je viens de vous dire, à savoir que l'on ne fait pas d'impasse véritablement sur un secteur. On pense qu'il faut être présent aussi bien sur les sociétés financières, aussi bien sur l'immobilier, mais également sur la technologie et également sur l'industrie. Donc vraiment avoir une approche très diversifiée et en cas on n'a pas de boule de cristal, mais s'il y a un petit peu d'inquiétude cet été, en ayant des secteurs un peu plus conservateurs, des secteurs un peu plus protecteurs, ils joueront le rôle d'amortisseur. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Lionel, à qui je donne la main pour passer les slides. Lionel, c'est à toi. Oui, bonjour. Est-ce que le son est bon? Le son est très bon. Très bien, bonjour à tous. On va commencer par donc l'Eurostoxx, pas l'Eurostoxx 50, hein, l'Eurostoxx celui qui est plus large, hein, qui comporte à peu près 290 valeurs sur la zone euro, qui est plus représentatif et diversifié sectoriellement. La photo date d'hier, hein. Si on mettait le chandelier d'aujourd'hui, on serait un peu plus près de la moyenne mobile 50 jours en vert. On vient la tester sur différents indices. Merci Cédric d'avoir choisi cette date. Tu as choisi la date où justement on vient notamment sur le CAC enfoncer cette moyenne mobile 50 jours, sur l'Eurostoxx 50 aussi. En revanche, elle n'est pas enfoncée encore sur l'Eurostoxx, sur le DAX ou sur le Stoxx 600. Sur ces trois indices-là, on est dessus. On est en train de tester actuellement. Donc la question va être de savoir si, en termes indiciels, hein, si on reste dans le même régime de marché que depuis fin 2020, c'est-à-dire ce canal haussier moyen terme, c'est-à-dire des micro-corrections comme celles qu'on connaît depuis 3 semaines, et puis derrière reprise de tendance haussière, ou bien si on change de régime de marché et si on sort par le bas de ce canal-là, et si on ne tient pas la moyenne mobile 50 jours haussière, auquel cas il est légitime de penser qu'on aurait une fenêtre de marché qui soit moins porteuse. Hein, donc du coup, la question se pose de savoir justement s'il faut avoir une approche plus prudente et s'il faut avoir un portefeuille un peu plus défensif pour passer un été serein. C'est le thème du jour. Donc voilà, on va observer ça. Mais au-delà de l'approche indicielle, on va voir un petit peu plus dans le détail, un peu plus loin dans la présentation, sectoriellement ce qui se passe. Avant ça, je fais un petit point sur comportement comparé des marchés européens et américains. Vous avez en bas, en violet, le ratio de l'Eurostoxx en dollars, hein, pour prendre en compte les variations de devises qui ne sont pas négligeables ces dernières semaines, comparé à du S&P 500. Donc, ce qu'on a vu, 2018, 2019, 2020, on avait constaté les marchés européens sous-performaient les marchés américains. Et maintenant, on a quelque chose, on va dire, de plus neutre. Hein. Je qualifie ça de match nul à moyen terme, au sens où, depuis maintenant 1 an et demi, c'est du latéral en relatif. On a une résistance sur le ratio relatif que j'ai entouré en bas. Il a joué son rôle ce mois de mai, juin, et qui n'a pas été franchi. Donc il n'y a pas de surperformance des marchés européens, mais il n'y a pas non plus de sous-performance. On va considérer que c'est une phase latérale. Donc voilà, il n'y a pas forcément de pari marqué à faire, ou pour l'un ou pour l'autre. Une approche d'allocation, on souhaite être diversifié. Sur la Chine, c'est un peu plus embêtant, puisque on met le titre en haut que l'indice chinois qui est suivi réserve péniblement, je mets sa moyenne mobile 200 jours en vert. On voit que c'est la 5e fois depuis le printemps qu'on vient la tester. Elle est presque plus haussière, elle est quasiment plate maintenant.
Et c'est pas ce qu'on attend d'un retour à la moyenne mobile de 100 jours. Hein. Un retour à la moyenne mobile de 100 jours haussière, normalement, on vient une fois, on vient deux fois, puis on repart, on reprend de la hauteur et tout va bien. Là, on revient fréquemment, trop fréquemment, je dirais, la tester. Il est légitime de penser que, à force de trop souvent revenir la tester, on va finir par l'enfoncer. Donc, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais on l'a pas encore enfoncé à ce stade, hein, on vient la tester simplement encore une fois de plus pour la 5e fois. Mais si on veut être prudent, hein, si on veut passer en été serein, ce titre, il est légitime de se dire, bon, cette zone-là, je la réduis un peu parce que il y a de la sous-performance, il n'y a pas de redémarrage, des petits supports, donc c'est pas très bon signe. Donc, peut-être qu'on peut réduire cette partie-là pour être un peu tranquille, sans totalement s'en défaire, mais voilà, allègement paraît légitime. Un petit mot sur le taux à 10 ans allemand, c'est important parce que le taux à 10 ans allemand, c'est un peu ce qui drive les mouvements de sous-performance, notamment des financières, notamment des valeurs de croissance et de la technologie. Et donc, on a vu, hein, je vous en ai parlé dans des points précédents, on a vu ce mouvement de remontée de taux sur le 10 ans allemand en 5 temps, entre la fin 2020 et le mois de mai. Et puis maintenant, on est dans une phase de correction, visiblement en 3 temps. On est en train de faire le 3e temps. Là aussi, la photo est à hier, mais aujourd'hui, on est encore un peu plus bas hein, sur le taux 10 ans allemand. Donc, on est en train de faire visiblement un retour à la moyenne mobile de 100 jours, une normalisation, une correction de toute la hausse de ces derniers mois. Et une fois qu'on aura fait ce retour à cette zone support majeure, eh bien, peut-être on pourra repartir à la hausse. Et ça implique des choses, notamment sur ce que font les technologies et ce que font les banques. Vous avez en haut, en bleu, le secteur bancaire depuis fin janvier, en zone euro. Vous avez juste en dessous le secteur techno en zone euro. Et vous avez en bas le ratio de l'un par rapport à l'autre. Donc c'est ce que j'appelle la théorie des vases communicants. Quand vous avez un secteur bancaire qui surperforme, c'est en général que c'est dans la phase où les taux remontent. Et quand le secteur techno surperforme les valeurs à fort profil de croissance, c'est que les taux rebaissent. Et c'est ce qu'on observe depuis mi-mai. Les banques relâchent une partie de leur avance par rapport au taux, mais il y a 2 mois de ça, c'était là-bas. Donc ça va et ça vient en fonction de ce que font les taux. Donc c'est un peu compliqué à court terme de capter tous les mouvements. Ça milite pour ce que disait Cédric, d'avoir une approche diversifiée, de ne pas faire des paris trop marqués pour l'un ou pour l'autre. Voilà pour ce qui est des taux des technos et des banques. Maintenant, on va rentrer un peu sur autre chose, sur le comportement des valeurs et des secteurs défensifs par rapport aux valeurs et aux secteurs cycliques. Vous avez en haut, en bleu, ce qu'on appelle l'indice des défensives en Europe, stock 600 défensif. Et vous avez en bas son ratio relatif en violet par rapport au stock 600 défensif. Donc on constate que, bon alors il y a une surperformance, c'est normal au moment du premier confinement, du début de la pandémie en mars 2020. Il y a eu un plus haut relatif des défensives à ce moment-là. Et puis, de avril 2020 jusqu'à mai 2021, le ratio relatif indique que les défensives ont sous-performé. Je l'ai symbolisé par les échecs en rouge sous la moyenne mobile 50 jours baissière sur toute la période. Donc, il y a eu une phase d'un peu plus d'1 an où les défensives ont été délaissées, où les cycliques, les unes après les autres, ont surperformé, que ce soit l'été dernier de l'auto, de l'industrie, de la chimie, de la construction, un peu plus tard des matières premières, plus récemment, au fin d'année 2020, des bancaires, mais visiblement, au sens de la moyenne mobile 50 jours relative, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, cette moyenne, on va dire moyen terme, est haussière. Donc on est dans une phase où les défensives qui ont été délaissées pendant plus d'1 an retrouvent un peu, alors je ne veux pas dire le devant de la scène, parce que là, la surperformance n'est pas massive, mais sont au moins ont cessé de sous-performer et sont en phase de rattrapage. On pourrait parler sans doute de retour à la moyenne long terme en rouge, en relatif.
Donc, on va rentrer maintenant dans le détail, dans les secteurs défensifs les uns après les autres. Je vais les passer tous en revue, pour peut-être deux qui sont un peu à la traîne, comme les services de collectivité et les télécoms, qui eux sont toujours dans une phase de sous-performance, mais à part cela, les autres sont dans une phase de surperformance actuellement. Donc, il ne faut pas les oublier. Et si on veut apporter une petite touche de protection à son portefeuille, il faut s'y réintéresser et les repondérer. Alors, quand on parle de secteur défensif, le plus important en termes de poids et le plus symbolique, c'est celui de la santé. Donc, voici le secteur de la santé en Europe. Alors, en Europe, dans le stock 600, il pèse 13,5%. Et dans l'Eurostock, dans la zone euro, il pèse moins. Il pèse 7,5%. Parce qu'il y a de grosses pharma qui sont suisses, qui sont anglaises, donc ils sont dans le stock 600, mais pas dans l'Eurostock. Donc là, vous avez sur la partie en haut là l'indice stock 600 santé. Vous voyez qu'en absolu, il a été latéral pendant des mois, jusqu'au mois de juin, où il a cassé la résistance en absolu, et il est parti à la hausse. Et vous l'avez en bas en relatif. En relatif, c'est ce que vous voyez sur le slide d'avant, sur les défensifs en général. C'est un secteur qui a sous-performé du mois de mai 2020 au mois d'avril 2021 et qui surperforme depuis. Donc, il faut veiller à avoir une part de santé dans son portefeuille qui soit au moins en ligne avec celle des indices pour passer un été serein, admettant qu'il continue de surperformer dans la lancée de ces 2 ou 3 derniers mois. Maintenant, un autre secteur de la distribution en zone euro. Donc, on voit que celui-ci surperforme depuis le mois d'avril, après avoir sous-performé de octobre à mars. Donc, c'est une phase octobre à mars où le marché était un peu ce qu'on dit risk-on. Il cherchait du risque, des secteurs en retard, des secteurs à bêta, des secteurs cycliques, un peu de manière binaire. Le marché n'est plus binaire aujourd'hui. Il s'intéresse aussi à des secteurs comme le secteur de la distribution qui sont plus défensifs. Un autre secteur défensif par excellence, c'est le secteur de l'alimentation. L'alimentation est un petit secteur dans l'Eurostock, c'est un 3,7% seulement. Et c'est un secteur qui pèse le double dans le stock 600, puisque là aussi, il y a notamment Nestlé, grosse valeur suisse, grosse valeur du secteur, qui pèse lourd. Donc, du coup, le poids dans le stock 600 est supérieur à celui-là. Le secteur de l'alimentation a sous-performé, lui aussi, de avril 2020 à mars 2021, en près d'un an. Et depuis, le ratio relatif indique en bas que bien il surperforme, en tout cas il rattrape une partie de son retard, donc il n'est plus délaissé. Donc voilà, faites attention à bien avoir une petite part de votre portefeuille qui soit sur ce secteur. Et là aussi, normalement, s'il y a un été un peu compliqué avec une correction sur les marchés actions, en toute logique, ce secteur-là amortira, ça servira d'amortisseur, hein, comme disait Cédric, en cas de baisse de marché. Secteur suivant, les biens de consommation. Donc vous avez là notamment les valeurs du luxe. Donc ça pèse très lourd dans le CAC. Ça pèse moins lourd dans l'Eurostock, mais ça pèse très lourd dans le CAC. Le secteur des biens de consommation a sous-performé de octobre à mars, comme le montre le ratio relatif. Et il est reparti en surperformance depuis avril. Il l'est toujours actuellement. C'est un secteur qui est normalement moins sensible en cas de baisse de marché, moins lié au cycle économique que d'autres secteurs, peut-être l'industrie, etc., l'automobile, par exemple. Donc, voilà, ce secteur-là est dans une phase de surperformance. Et enfin, j'en termine sur ces secteurs dits plutôt défensifs. Le secteur, alors ça, c'est un très petit secteur, le secteur foncière immobilière coté dans les indices européens, c'est un très petit secteur, 2,5% d'indice. Mais c'est un secteur qui a sous-performé du mois de mars l'année dernière jusqu'au mois de mars cette année, et depuis le mois d'avril, il surperforme modérément, mais il surperforme, sa moyenne mobile 50 jours relative est haussière,
Il est en train de tenter un franchissement de la moyenne de 100 jours relative. Donc, il est dans une phase de surperformance. Donc voilà, c'est un secteur, même s'il est petit, à ne pas complètement oublier. Et dans une phase de baisse de taux, logiquement, il va pouvoir tirer son épingle du jeu. Voilà, donc je disais les secteurs que j'ai pas présentés là, services aux collectivités et télécoms, qui sont censés être plutôt défensifs, en tout cas pas corrélés au cycle. Ceux-là sont pour le moment pas dans une phase de surperformance. Donc je n'en parle pas aujourd'hui. Peut-être dans un prochain point marché, on verra s'ils se sont retournés en relatif. À ce stade, ce n'est pas le cas. On resterait plutôt à sous-pondérer sur les utilities, les services aux collectivités, qui pèsent à peu près 6% dans les indices, dans l'Eurostoxx. Donc ce serait logique, comme ils sont toujours sous-performants, d'en avoir un peu moins. Voilà, j'en ai terminé pour cette revue sectorielle des secteurs défensifs qui sont censés, s'il y a une correction sur les marchés cet été, la moyenne mobile 50 jours des indices se retourne à la baisse. Logiquement, les secteurs que je viens de vous présenter sont censés amortir et surperformer dans une phase un petit peu moins porteuse sur les marchés actions. Peut-être. Oui, merci Lionel. Oui. Donc en synthèse, pour reprendre un peu tous les différents points qu'on a pu voir, des marchés actions donc, qui restent toujours bien orientés à moyen terme, ça reste notre opinion. Je crois que ce qui est très important, c'est d'un point de vue technique, vous l'avez vu, on est dans des canaux, on teste des moyennes 50 jours, comme l'indique Lionel, aujourd'hui précisément. Ce qui est important d'un point de vue sectoriel à nos yeux, c'est vraiment pas de pari trop marqué, pas de pari déséquilibré. On n'oppose plus les cycliques contre les croissances, on l'a vu et on pense que c'est quelque chose qui va rester une tendance. On a une ouverture de l'économie favorable au cyclique, mais on a parfois des craintes liées à une quatrième vague possible, donc qui font craindre et donc on se replie vers des valeurs plus de croissance, des valeurs plus défensives. Donc c'est vraiment les deux qu'il faut, les deux typologies de secteurs qu'il faut avoir en portefeuille. Les valeurs de qualité, ça paraît être une évidence, mais vraiment garder ces valeurs qui ont des statuts de leader et qui peuvent jouer le rôle d'amortisseur, surtout en période d'incertitude, et donc vraiment le maître mot de rester diversifié cet été si vous voulez pas avoir trop de sueur froide et bien prendre les mouvements de marché, mais toujours avec une perspective où on n'a pas d'inquiétude trop forte sur les marchés, les banques centrales restant présentes et les gouvernements étant là à la manœuvre avec des plans de soutien très lourds, très importants. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas via le chat. Alors, on a une première question alors, qui porte sur une valeur. Donc, vous savez, normalement, on ne parle pas de valeur. Vous nous demandez, il est bon d'avoir une part du secteur santé dans son portefeuille, alors que la pandémie repart à la hausse, notamment avec les variants. Et donc, pourquoi la valeur Shop Apotheke baisse tant? Alors, la valeur Shop Apotheke, on avait effectivement depuis le mois de juin, on surveille de près. Lorsque je regarde les dernières, ce qu'on a pu écrire récemment, c'est qu'on avait un site qui était mal orienté. Une analyse technique que Lionel avait fournie qui militait pour un support 217 €, mais bon, malheureusement, c'est pas forcément une cible unique. Et surtout, le groupe est pénalisé par le décalage dans la mise en place des ordonnances numériques et une compétition de plus en plus forte sur tout ce qui concerne le numérique. On pense notamment en Allemagne avec Amazon qui se lance dans la vente en ligne de tout ce qui est produits pharmaceutiques. Une concurrence de plus en plus forte et un environnement de Covid qui n'est pas forcément favorable parce que ça décale la mise en place de ce système d'ordonnance numérique. Tu penses que le titre est passé à la vente dans nos recommandations il y a quelques semaines? Complètement. Il y a eu un gros gap baissier et un profit warning hier. Donc, on réitère ce conseil de rester à l'écart de cette valeur. Et elle n'est pas représentative du secteur santé en général. Non. Question sur les valeurs pétrolières. Alors, juste d'un point de vue on va dire un peu plus macro,
si le premier semestre a été très marqué, et je pense notamment à l'inflation, qui est un des facteurs clés de soutien de cette inflation, ça a été l'envolée du prix du baril, lié aux tergiversations de l'OPEP+, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. On pense que d'un point de vue macro, que le plus fort de la hausse a été fait sur sur le baril, et on n'attend pas de poursuite forcément de hausse du baril sur le deuxième semestre. La hausse, c'était l'OPEP+, c'était aussi la reprise économique qui s'est mise en place, c'était les pénuries, on pense au canal de Suez qui a été bloqué. Voilà, on pense que là-dessus, c'est un peu du passé, donc on est sur des points un peu plus calmes sur le baril. Après, je ne sais pas sur le secteur plus large, Lionel. Sur le secteur, énergie en Europe n'arrive pas à capter les hausses du prix du baril. Il n'est pas corrélé au prix du baril, contrairement à ce qui peut être dans d'autres zones géographiques, notamment aux États-Unis. Bon, il va y avoir certainement des bonnes raisons pour cela. Donc c'est un secteur qui ne surperforme pas en Europe et qui n'a pas capté les hausses du prix du baril. Bon, c'est pas non plus un des pires secteurs, hein, peut-être en milieu de deuxième peloton dans un classement sectoriel, on va dire. Voilà pour ce qui est du secteur. Donc c'est devenu un petit secteur hein, dans les indices européens, ça doit être, si je dis pas de bêtises, de l'ordre de 4%. Ce n'est plus un gros secteur comme ça pouvait l'être, parce que globalement c'est depuis octobre 2018 qu'il sous-performe le secteur. Donc son poids dans les indices a dû être divisé par 2 depuis. Donc voilà, bon, il est logique d'en avoir un petit peu, d'être légèrement sous-pondéré. Je veux dire, une ligne dans son portefeuille, ça paraît suffisant. Je confirme la baisse du poids dans les indices que pour les plus anciens. Si vous vous rappelez, en 2008, quand il y a eu la crise bancaire, on avait banque et pétrole qui étaient les deux secteurs qui tiraient les indices. Mais la tech n'existait pas encore à l'époque. Effectivement, maintenant, le secteur pétrole n'a plus ce poids prépondérant dans les indices. Donc, il va plus tirer ou faire baisser un indice aussi fortement que dans le passé. On a une autre question autour des valeurs mid and small. Alors, sur les flux. Les mid and small, alors c'est intéressant parce qu'on sort demain nos convictions mid and small. Donc, si vous êtes client chez nous, vous pouvez vous y abonner en vous rapprochant de votre conseiller ou de votre gérant. En ce qui concerne les mid and small, depuis juin 2018, donc ça fait 3 ans, on a des flux sortants impressionnants. On a calculé qu'on a à peu près, les fonds mid and small ont perdu à peu près 25% de leurs encours depuis. Depuis, plus récemment, on va dire depuis juin 2020, la décollecte s'est un peu stabilisée. C'est pas pour autant qu'elle est repartie à la hausse. Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'un des principaux drivers de la performance de la mid and small, c'est aussi le flux. C'est pas uniquement la croissance bénéficiaire, mais c'est aussi le volume d'achat et le volume investi sur le segment. Donc c'est vrai que c'est un segment qui, d'un point de vue flux, manque un peu de dynamisme, manque un peu d'enthousiasme, et ce qui peut expliquer que même si nous on reste très positif sur ce secteur, sur ce segment de marché, on pense que c'est un segment qui devrait représenter autour de 15-20% d'une allocation moyen-long terme dans un portefeuille. Néanmoins, croissance bénéficiaire supérieure, participation à la reprise économique, implantation locale qui fait qu'ils sont encore plus exposés au plan de relance. Malheureusement, j'ai beau dire ça, le segment reste en sous-performance par rapport aux grands indices. On avait un peu comblé le retard à fin décembre 2020 sur l'année 2020, mais je ne peux plus vous dire la même chose aujourd'hui. L'écart reste toujours significatif en faveur des grandes capitalisations depuis le début de l'année. Pourtant, c'est vraiment un segment sur lequel on pense qu'il y a une création de valeur très forte et historiquement, ça a toujours été le cas. Une question sur les valeurs du luxe et s'il est opportun de prendre ces bénéfices sur les valeurs du luxe. Alors, c'est toujours tentant, hein, bien sûr, de prendre des bénéfices après une hausse significative. On parlait d'LVMH, on a parlé de L'Oréal, de Kering, de Hermès. Ensuite, voilà, d'un point de vue allocation sectorielle, où allez-vous investir ces bénéfices? Qu'allez-vous en faire? Alors, si vous avez des projets de dépenses personnelles, c'est fantastique. Après,
on pense que la présentation est aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément de meilleurs endroits où être investi aujourd'hui. Ce sont des valeurs de qualité, des valeurs leaders. Donc ça reste quand même, si vous comparez aux obligations, si vous comparez au marché d'échange ou autre, il n'y a pas de meilleure solution en fait aujourd'hui, pour un risque naturellement élevé, mais on reste sur quelque chose de quand même assez attractif. Lionel, je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose à rajouter, non, sur le luxe? Oui, enfin, oui, il y a effectivement une petite correction. Alors, en absolu, une correction, là, c'est ces derniers jours sur ce secteur-là, mais j'ai envie de dire pas plus que sur le reste du marché. En relatif, c'est pas ce qui corrige le plus en ce moment. Ce qui corrige le plus depuis un mois, ce sont des banques de l'auto, des secteurs à plus fort bêta, plus cycliques, plus réputés risqués en termes de comportement. C'est pas ce secteur-là qui pose véritablement problème dans la correction qu'on connaît là. Il y a eu une très très grosse surperformance ces derniers mois, au printemps. Donc c'est plutôt sain qu'il y ait une petite correction là-dessus. J'ai presque envie de dire surcorrection, sans en discuter là en détail de la profondeur, hein. Et c'est l'occasion de se repondérer plus qu'autre chose. Si vous êtes positionné dessus, à mon avis, restez-le. Et si vous n'avez pas un poids significatif sur ces valeurs-là, donc la correction sera l'occasion d'y revenir. Une question également sur les valeurs vertes. Alors, je ne vais pas rentrer sur le détail des valeurs que vous ne connaissez pas. On avait alerté en janvier, plutôt en février-mars, sur un marché qui pouvait connaître des bulles, des petites bulles très localisées. Et tout ce qui était le secteur de l'environnement, je pense, a connu une année 2020 extraordinaire. C'était un gros driver pour différentes raisons, pandémie, valeurs assez attractives, la montée en puissance de toutes les thématiques autour de l'environnement, de l'investissement socialement responsable, la thématique environnement, social et de gouvernance, thématique ESG. On reste sur un sous-jacent qui reste positif, hein, qui est bien orienté. Après, voilà, il y a eu des bulles de valorisation, peut-être sur le photovoltaïque, peut-être sur l'hydrogène, peut-être sur ce type de thématique. Je pense qu'il faut plus le considérer comme une thématique moyen-long terme. Je ne connais pas, je le redis, je ne connais pas les valeurs qui ont pu être nommées, parce que je ne les suis pas directement. Mais voilà, c'est plus une vue générale. Il y a eu un engouement très fort, peut-être trop fort, et puis maintenant c'est retombé. Voilà, ça se stabilise, c'est peut-être là où il va y avoir un peu de remise à niveau. Oui, peut-être en complément, en termes de volatilité, c'est un des segments les plus volatiles qui soit. Donc, c'est certes sur des perspectives long terme, sans doute si on se donne rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, on sera bien au-dessus. Mais après, en termes de parcours et de vécu pour l'investisseur, à mon sens, ça correspond à des profils plutôt offensifs. Sur ce secteur-là, c'est une succession de hausses très fortes, de baisses très fortes. Voilà, faut y être juste sensibilisé pour savoir voilà où on va et être à l'aise avec ça. En une vision long terme, un investisseur offensif, pas de souci. Pour une vision plus moyen terme et un investisseur qui a une certaine aversion pour le risque, je dirais peut-être c'est à éviter. Sans doute trop volatile pour les investisseurs plus prudents. Je voudrais rebondir là-dessus sur ce que vient de dire Lionel. On envoie de plus en plus des alertes sur des secteurs, des valeurs, Lionel vient de les évoquer, qui ont ils connaissent toujours un engouement très fort. On oublie un peu la volatilité. On oublie que lorsqu'il y a des corrections, elles sont à 2 chiffres, elles s'étalent sur plusieurs semaines, elles vont très bas. C'est proportionnel aux hausses qu'elles ont pu connaître. Sauf que on a un peu tendance à l'oublier, que ce qui monte très fort peut aussi corriger très vite. Donc la question de la volatilité et de la force de la correction, n'oubliez pas, est souvent proportionnelle et très souvent proportionnelle à la puissance de la hausse. Donc il faut vraiment avoir cette notion de risque
bien en tête quand on rentre sur ce type de valeur. D'autant qu'on a parfois des volumes qui peuvent être assez étroits et qui se rétrécissent encore plus quand il y a des mouvements de vente rapides. Une autre question sur les valeurs du secteur tourisme et aviation. Alors, avant peut-être de laisser la parole à Lionel d'un point de vue un peu plus large, je voudrais juste citer, il y a 3 semaines, nous avons eu le patron de Voyageurs du Monde que nous avons interrogé pour une opération que Port Zampar a menée d'une émission d'obligations convertibles avec des droits préférentiels de souscription. Il a été interrogé et sa réponse a été de dire, donc Voyageurs du Monde, c'est un des leaders français, européen et presque mondial du voyage sur mesure. Et il a quand même mentionné plusieurs choses. Il a dit que déjà il connaissait une situation inédite. Je pense que c'est une personne qui est plutôt proche de 55 ans que de la trentaine, donc il a un petit peu de recul, un petit peu d'expérience. Ensuite, il a mentionné que les codes avaient été bouleversés, notamment avec des réservations qui se font en dernière minute pour tout ce qui est voyage, donc très difficile d'avoir de la visibilité. Et ensuite, il a dit qu'il pensait, il était convaincu que le tourisme, que tout allait revenir et qu'il y avait du changement dans les habitudes, du changement, parce que les gens étaient plus focusés, centrés sur leur pays, sur des voyages de proximité, que la non-réouverture des États-Unis, par exemple, limitait les échanges, les incertitudes en Asie avec la pandémie limitaient aussi les échanges, donc que la visibilité restait quand même faible dans son secteur jusqu'à au moins deuxième trimestre 2022. Donc voilà, d'un point de vue micro, voilà ce que pouvait dire un participant d'organisme de voyage. D'un point de vue secteur, Lionel, je ne sais pas si tu as un peu... Oui, en complément, oui, le secteur a donc, rattrapé beaucoup de retard, surperformé, hein, comme on disait, hein, tous les secteurs risqués qui avaient été pénalisés avant ont beaucoup rattrapé jusqu'à environ au mois d'avril. Hein, et depuis le mois d'avril, ils sous-performent, à l'inverse de ce que je viens de vous présenter sur les secteurs défensifs. Donc, il est dans une phase de sous-performance en ce moment. Bon, c'est bien compréhensible, hein, puisqu'on est en train de parler de 4e vague de Covid, hein, qui est déjà présente en Angleterre, qui sera sans doute ailleurs présente pour un effet de décalage. Mais voilà, donc dans ce contexte-là, il est difficile d'imaginer que ce soit une phase de marché porteuse pour ce secteur-là. On va sans doute attendre un peu plus tard, voire passer la 4e vague en question, pour imaginer que le secteur reprenne des couleurs. Peut-être une dernière question sur la tech et l'orientation du secteur. Il y a une question notamment sur la tech micro, mais bon, plus généralement sur la tech. En général, sur la technologie, c'est ce que je vous montrais un petit peu plus haut. Je vais revenir peut-être en arrière en début de présentation. Le secteur technologie surperforme à nouveau depuis un mois ou deux. Alors, on va le revoir juste après. Ici, voilà. Le secteur technologie, c'est cette courbe-là. Il surperforme à nouveau depuis la mi-mai, à la faveur de la baisse sur les taux. Et finalement, au global, on va se retrouver, si on regarde par exemple le Nasdaq par rapport à le S&P 500, on va se retrouver avec légèrement au-dessus d'une moyenne mobile de 100 jours relative qui est plate. Donc à mon sens, depuis maintenant un an, on peut parler ni de surperformance ni de sous-performance. Le plus objectif, c'est de dire que c'est une performance en ligne par rapport au reste des indices. Donc depuis un mois et demi, c'est mieux. Avant ça, pendant un mois, c'était moins bien, etc. Si on remonte depuis janvier. Et au final, c'est une performance à peu près en ligne. C'est un secteur qui pèse 14% en zone euro, 14% donc des indices, un gros secteur. C'est un secteur qui pèse 27%, 28% aux États-Unis. C'est un secteur énorme là-bas. Donc il est logique d'en avoir, c'est un gros secteur hein, en termes de représentation. Maintenant, voilà, on conseille une pondération en ligne ou légèrement surpondérée, mais pas plus. Merci beaucoup Lionel. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour vos questions.
Merci de votre participation. Passez un très bon été et on se retrouve le 2 septembre pour une nouvelle Merci. Point Marché. Merci à tous et bel été encore. Bel été à vous tous.